Merci de nous rejoindre pour l'échiquier international. Madame, monsieur, bonsoir. C'est donc sans surprise que, selon les observateurs, que l'agence Fitch Ratings vient donc d'abaisser la note de la Tunisie à CCC-. La situation économique du pays était tributaire du risque de financement et de sa capacité à mobiliser les financements pour répondre aux nombreux défis qui l'attendent. Face à l'échec des négociations avec le FMI, les taux se resserrent donc sur la Tunisie et c'est le moment choisi par Bruxelles pour pointer le bout de son nez afin de proposer à Tunis une aide d'1 million d'euros, entre autres. La contrepartie, la main tendue par l'Union européenne serait un nouvel accord bilatéral de coopération qui aura pour contribution principale la surveillance des frontières maritimes. Nous en parlons avec nos invités juste après ce jingle. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir depuis donc la Tunisie, Azzeddine Saïdan. Vous êtes expert international en finance et ancien président de la Banque internationale arabe de Tunisie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je suis l'ancien président de la Arab Banking Corporation et l'ancien directeur général de la Banque internationale arabe de Tunisie. Très bien, c'est noté. Nous rejoindra un peu plus tard le docteur Aram Belhadj, économiste et enseignant à l'université de Naples. Alors on commence avec vous, monsieur Saïdan, sans plus tarder, donc place au débat. Première question, pour planter le décor, que s'est-il passé avec le FMI? Pourquoi est-ce que les négociations autour de ce fameux prêt n'ont-elles pas abouti? Et peut-on d'ailleurs parler d'échec? Je pense qu'il faut préciser d'abord que la durée normale d'une opération entre un pays et le FMI est d'environ 3 mois, 4 mois au maximum, à partir du début des discussions techniques jusqu'à l'accord définitif et le déblocage de la première tranche. En ce qui concerne la Tunisie, les discussions avaient commencé déjà en avril 2021. Donc nous avons dépassé déjà 2 années et la raison est très simple. Il faut rappeler qu'en 2013, la Tunisie avait obtenu un prêt du FMI assorti d'un programme de réforme proposé par les autorités tunisiennes, mais les réformes promises n'étaient pas exécutées. Et donc le FMI avait sanctionné la Tunisie en ce moment-là en annulant la dernière tranche du prêt. 2016, la Tunisie se présente de nouveau justement au FMI en disant que maintenant nous avons une nouvelle constitution, de nouvelles élections, un nouveau gouvernement et un engagement d'exécuter les réformes cette fois-ci. La Tunisie obtient un prêt de 2,9 milliards de dollars en ce moment-là, en contrepartie d'un programme de réforme, encore une fois proposé par les autorités tunisiennes elles-mêmes, discuté avec le FMI certes, mais proposé par les autorités tunisiennes. Mais encore une fois, les autorités n'exécutent pas les réformes et la Tunisie est de nouveau sanctionnée par l'annulation de 1,2 milliard de dollars sur ce prêt-là, donc pratiquement la moitié du prêt était annulée. Et là, donc, on revient vers le FMI de nouveau, mais avec une crédibilité qui est largement entamée, donc avec un doute de la part du FMI et des autres bailleurs de fonds sur la capacité réelle des autorités tunisiennes d'exécuter les réformes qui sont indispensables et qui ont beaucoup trop tardé, bien entendu. Ce qui se passe justement, c'est qu'on n'a pas de réponse précise à cette question depuis avril 2021. Est-ce que les autorités tunisiennes vont être en mesure cette fois-ci d'exécuter les réformes? Et là, on s'est retrouvé devant un discours totalement contradictoire, totalement dispersé, en ce sens que ce sont des membres du gouvernement qui ont négocié avec le FMI pour aboutir à un accord provisoire en octobre 2022, en disant clairement que le programme de réforme est un programme purement tunisien et que le FMI ou une autre partie quelconque n'avait strictement rien à voir dans ce programme de réforme, sauf que ça a été négocié avec le FMI et accepté par le FMI. Mais de l'autre côté, nous avons un discours officiel du côté de la présidence de la République parlant de dictat du FMI et refusant toute forme de dictat. Et donc, ça a bloqué totalement, en fait, l'aboutissement de ce prêt jusqu'à date.
Très bien, alors Fitch a donc abaissé la note de la Tunisie. On reste avec vous, Monsieur Saïdan. Selon l'institution américaine, cette dégradation de la note de l'endettement à long terme du pays reflète donc l'incertitude autour de la capacité de la Tunisie à réunir des fonds suffisants pour répondre à ses besoins financiers conséquents. Et quelles sont les conséquences attendues, selon vous, d'une telle décision sur le court terme ? D'abord, ce sont exactement les mêmes raisons pour lesquelles l'accord avec le FMI n'a pas pu aboutir également, puisque la Tunisie n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour financer le budget de 2023 et financer également le programme de réforme sur la base duquel l'accord provisoire avait été obtenu le 15 octobre 2022. Maintenant, la notation souveraine, il faut rappeler que c'est une évaluation de la capacité du pays à honorer ses engagements extérieurs, c'est-à-dire à payer sa dette extérieure normalement. Et là, il est important de rappeler que dans le budget de 2023, il est prévu qu'il y a un service de la dette publique, c'est-à-dire qu'il y a des échéances en principal et intérêt de la dette publique pour 2023 pour l'équivalent de 21 milliards de dinars, donc à peu près 7 milliards de dollars. Donc la question qui se pose, en l'absence d'un accord avec le FMI, d'une mobilisation d'autres ressources, comment la Tunisie va-t-elle pouvoir faire face justement à ses engagements extérieurs et au remboursement normal de sa dette extérieure. C'est la raison principale derrière justement la révision à la baisse de la notation souveraine de la Tunisie. Et là, il faut rappeler que c'est la 11e révision à la baisse depuis 2011. Très bien. Alors, Monsieur Ammar Belhadj vient de nous rejoindre. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Belhadj, très rapidement, que s'est-il passé avec le FMI ? Pourquoi est-ce que les négociations autour de ce fameux prêt n'ont pas abouti ? Peut-on parler d'un échec ? D'abord, merci pour l'invitation. Bien entendu, c'est un échec patent puisque c'était prévu que la signature de l'accord se ferait en mars 2022, selon les propos de Madame la ministre des Finances lors de la préparation du budget de 2022 en décembre 2021. Mais là, nous sommes en juin 2023 et les choses bloquent. Et le blocage, il est sérieux. Alors, bien entendu, ce retard, il est dû notamment à l'absence des étapes qui ont été en fait qui ont été tracées dans la feuille de route entre la Tunisie et le FMI, plus le désaccord ou l'absence d'harmonie entre, d'une part, le chef de l'exécutif, celui qui détient les pouvoirs du pays, qui est le président de la République d'une part, et le gouvernement qui a élaboré le programme d'autre part. Et donc, cette discordance ou cette absence d'harmonie, ou même, je dirais, la divergence d'approche entre les deux en fait parties prenantes a compliqué la situation et a rendu en fait la signature d'un accord ou la signature finale d'un accord avec le FMI une mission très très difficile. Et là on comprend très bien en fait les efforts importants de la part des partenaires, en l'occurrence l'Union européenne, pour pousser en fait vers la signature, parce que nos partenaires savent combien cet accord est très important pour la Tunisie d'une façon particulière et pour la zone d'une façon générale, y compris en fait la zone ou bien la rive nord de la Méditerranée. Très bien. Alors, on rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre que l'on s'intéresse ce soir à cette aide proposée donc par Bruxelles à la Tunisie, une aide d'1 milliard d'euros. Monsieur Saïdan, Monsieur Belhadj, pardon, je reste avec vous. L'agence donc rappelle que le budget du gouvernement dépend de plus de 5 milliards de dollars de fonds externes, des financements qui ne seront pas débloqués tant qu'il n'y aura pas d'accord avec le FMI. Pourquoi cela, à votre avis? Est-ce que cela ne va pas produire l'effet contraire que ce qui est voulu?
En fait, il faut dire que les besoins de la Tunisie sont énormes et c'est là que réside en fait la difficulté de la situation. Il faut rappeler que en fait, ce qui est programmé dans le budget de cette année, la loi de finances 2023, c'est 25 milliards de dinars, dont 15 milliards de dinars de ressources externes. Alors, est-ce que la Tunisie elle est capable de mobiliser toutes ces ressources? Je ne pense pas, bien qu'il y a en fait des pistes intéressantes, c'est-à-dire la reprise du tourisme, la diaspora tunisienne, la reprise des exportations, tout ça est bien. Tout ça est bien, mais vu en fait les nécessités ou les besoins énormes de ressources, je trouve que ces facteurs ou bien en fait toutes ces ressources sont encore insuffisants. Et là réside l'importance de l'accord avec le FMI. Et d'ailleurs, Fitch elle a abaissé la note pour une raison fondamentale. Alors, tous les arguments qui ont été en fait avancés par Fitch, je rappelle ici la difficulté de mobilisation de ressources, le retard des réformes, tout ça, ça tourne autour d'un seul problème ou problématique, c'est le retard en fait de la signature de l'accord avec le FMI parce que cet accord il est très important pour la Tunisie. C'est triste de dire ça. Nous ne sommes pas heureux de dire que la Tunisie actuellement, dans la situation actuelle, ou bien elle est obligée de passer par le FMI, mais la situation, il faut être réaliste, la situation exige un passage obligé par l'institution de Bretton Woods parce qu'on sait très bien que ce passage ne va pas bien entendu permettre à la Tunisie d'avoir toutes les ressources de cette institution, mais quand même d'avoir une bouffée d'oxygène et de permettre en fait d'avoir peut-être les financements bilatéraux et pourquoi pas lorsque la Tunisie ira sur les marchés financiers internationaux, elle aura peut-être beaucoup plus de facilité. Ça ne sera pas bien entendu facile vu la notation actuelle, mais peut-être ça facilite en fait cet accès aux marchés financiers internationaux. Maintenant, est-ce qu'il y a une alternative comme le prétend Monsieur le Président de la République? On attend. Moi, je pense que la situation actuelle, elle exige, comme je l'ai dit, un passage par le FMI. Et l'alternative, bien entendu, c'est les partenaires, un engagement très, très fort des partenaires. Ce n'est pas les 900 millions d'euros qui ont été promis aujourd'hui par la présidente de la Commission de l'Union européenne ou bien par les fonds qui ont été promis par la première ministre italienne ou le premier ministre néerlandais qui vont en fait débloquer la situation. Les besoins sont beaucoup plus énormes et donc c'est pour cela que très franchement, encore une fois, la piste du FMI est une piste intéressante et la Tunisie elle devra en fait aller dans cette voie. Très bien. Alors, Monsieur Belhadj, vous venez de le dire, l'on parle déjà d'une alternative avec le plan de l'Union européenne. Il comprend donc un prêt d'1 milliard de dollars à long terme sous réserve d'un accord avec le FMI, justement. Écoutons d'abord la déclaration d'Ursula von der Leyen à Tunis. On en reparle juste après. The first pillar is economic development. Le premier pilier est le développement économique. Nous allons accompagner la Tunisie pour renforcer son économie. La Commission européenne envisage une assistance macrofinancière dès que l'accord nécessaire sera trouvé et nous sommes prêts à mobiliser 900 millions d'euros à cet effet d'assistance macrofinancière. Une étape immédiate, nous pourrions fournir jusqu'à 150 millions d'euros supplémentaires d'aide budgétaire dès maintenant. Up to 150 million euros in budget support right now. Voilà, alors Azdine Saïdan, quelle lecture faites-vous de cette annonce, à la fois sur le plan économique, mais également politique? Je pense qu'il ne faut pas croire que ce qui se discute aujourd'hui avec les responsables européens constitue une alternative. Non, parce que les besoins de la Tunisie sont beaucoup plus importants. Et en fait, si ces prêts ou ces soutiens financiers viennent à côté d'un accord avec le FMI, ceci pourrait éventuellement constituer un début de solution.
Mais vous avez bien entendu d'abord que les 900 millions d'euros sont soumis à des discussions qui ne sont pas terminées encore, à un accord qui pourrait être signé à la fin du mois de juin, mais qui pourrait aussi ne pas être signé. La seule chose immédiate, c'est les 150 millions d'euros. Ça, c'est immédiat. Mais ça, à côté des besoins actuels de la Tunisie, c'est rien du tout. Mais il est très important de ne pas croire que si la Tunisie ne signe pas avec le FMI, qu'elle se contente justement du soutien financier européen, ça va constituer la solution. Pas du tout. Pas du tout. Donc le terme alternative ne transmet pas, si vous voulez, le sens véritable des difficultés que vit la Tunisie actuellement. Il est clair que la Tunisie a besoin de l'accord avec le FMI, elle a besoin justement du soutien financier de l'Europe, mais elle a besoin également d'autres bailleurs de fonds, puisque les besoins en devises seulement sont l'équivalent à peu près de 5 milliards de dollars et on en est encore très très loin, même si l'accord avec l'Union européenne est signé à la fin du mois de juin. Très bien. Monsieur Aram Belhadj, j'aimerais votre avis sur la question. Est-ce que vous rejoignez Monsieur Saïdan ? Oui, parfaitement. Je rejoins les propos de Monsieur Saïdan. Hein. Le problème, en fait, avec ces annonces, c'est que il y a pas un changement d'approche. C'est vrai que les 5 axes qui ont été annoncés par la présidente de la Commission européenne, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'elle parle de développement économique, lorsqu'elle parle de peut-être la révision de l'accord en fait commercial avec la Tunisie, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'elle parle du capital humain et de la valorisation du capital humain en Tunisie, c'est quelque chose de très important. La question de l'immigration également, c'est une question qui est très importante et je pense que le centre d'intérêt des Européens, c'est ça. Hein. C'est vrai, le développement économique, le capital humain, l'infrastructure, l'éducation, l'enseignement, tout ça, et ce sont des choses, c'est des dossiers qui sont intéressants, mais ce qui intéresse le plus les Européens, c'est la question de l'immigration. Toute la problématique tourne autour de ce dossier. Et avec cette approche, je ne pense pas que les choses vont avancer dans le bon sens. En 2016, il y avait le Parlement européen, il a émis une résolution où il a été question d'un plan Marshall de 20 milliards d'euros, mais en même temps, en fait, lorsqu'on regarde les exigences envers la Tunisie, ils étaient stratosphérique, si je puis dire. Donc, l'approche, elle est la même, c'est-à-dire on vous accorde de l'argent, on fait quelques investissements, on peut réviser l'accord commercial, mais l'objectif fondamental, c'est de jouer en fait la police aux frontières. Et si cette approche continue, moi, je pense pas qu'il y aura une solution en fait radicale pour la Tunisie. La Tunisie, elle a besoin d'un plan Marshall. La Tunisie, elle a besoin surtout en fait d'un changement d'approche et en fait d'un cadre beaucoup plus général pour avoir le développement économique et pour avoir la stabilité en Tunisie et dans la région tout entière. Donc, si cette approche continue, s'il n'y a pas de changement de paradigme, je ne pense pas que les choses vont bouger dans le bon sens. Elle peut bouger sur le court terme, mais à moyen et long terme, la situation, elle demeurera telle qu'elle est. Très bien. Alors, messieurs, la main tendue de Bruxelles est donc intimement liée à la coopération avec la Tunisie contre la lutte migratoire. C'est d'ailleurs l'objet de la visite de la chef du gouvernement italienne, Giorgia Meloni, accompagnée de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, à Tunis. Monsieur Azdine Saïdan, est-ce que cela sera suffisant pour permettre à la Tunisie de ramener un peu de sérénité, notamment auprès des investisseurs et autres bailleurs de fonds potentiels? Non, je ne le pense pas sérieusement, puisque la Tunisie a surtout besoin de reconnaître ses difficultés aujourd'hui et elle a surtout besoin d'engager des réformes. Ces réformes sont absolument indispensables, inévitables, et ces réformes ont beaucoup trop tardé. C'est comme ça qu'on peut sortir la Tunisie de ses difficultés. Ce n'est pas en continuant à courir derrière des financements extérieurs ou des financements internes, par-ci, par-là, en ignorant totalement les difficultés que connaît l'économie tunisienne et les finances publiques tunisiennes. La voie qui peut mener à une sortie de crise, c'est la voie des réformes.
Et il est clair que les autorités ont une certaine inquiétude, justement, des conséquences sociales de ces réformes. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter beaucoup plus de l'absence de réformes? Très bien. Alors pensez-vous, Monsieur Belhadj, pensez-vous que l'Union européenne veuille forcer la main de la Tunisie pour qu'elle fasse, disons-le, le gendarme sur les frontières, ce qui exige donc de grands moyens à cause justement de sa situation économique fragile? Peut-on, selon vous, parler d'un hold-up? En tout cas, les moyens qui ont été proposés par l'Union européenne à la Tunisie sont largement insuffisants pour que la Tunisie, si la Tunisie accepte de jouer ce rôle. Mais je ne pense pas que la Tunisie va accepter. Et le président de la République, il a été ferme sur ce point. Il a dit que la Tunisie ne peut pas jouer ce rôle-là. Et là, je pense qu'il a tout à fait raison. Et je pense que l'opportunité se présente actuellement pour forcer plutôt l'Union européenne à changer d'approche. Comme je vous l'ai dit, tant que en fait le raisonnement, c'est un raisonnement, je vous donne de l'argent en contrepartie, vous jouez le gendarme ou bien vous en fait contrôlez les frontières, ça ne peut pas marcher. D'autre part, c'est vrai, il faut reconnaître que la Tunisie, elle doit mener, ou doit assumer ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est essentiellement les réformes. En fait, l'Union européenne ou bien les aides de l'Union européenne sont importantes, mais la responsabilité incombe également aux autorités pour en fait réformer les entreprises publiques, pour réformer le système de subvention, pour réformer le système fiscal, pour en fait trouver une solution à l'économie de rente, à l'économie parallèle, autant de problèmes économiques dont la responsabilité incombe à la Tunisie et non pas à l'Union européenne. Donc l'Union européenne, de son côté, elle doit changer d'approche, mais la Tunisie également, de son côté, elle doit prendre sa responsabilité. Les décideurs, ils doivent reconnaître que la situation, elle est très, très difficile et qu'il faut vraiment engager et faire les pas nécessaires concernant les réformes. Très bien. Alors, Azdine Saïdan, très rapidement, est-ce que vous êtes du même avis? Oui, c'est exactement ce que j'avais dit, justement. Sans les réformes, il n'y a absolument aucune possibilité de sortir de cette crise. Bien au contraire, je crois que nous prenons clairement le risque de défaut de paiement en ce qui concerne la dette extérieure. Et si cela venait à se faire, la Tunisie s'engagerait malheureusement dans un tourbillon de rééchelonnement de sa dette extérieure qui serait très dommageable. Et encore une fois, c'est parce que nous avons évité les réformes au lieu de les engager à temps. Très bien, alors merci messieurs d'avoir été des nôtres ce soir. Azdine Saïdan, merci à vous. Merci à vous également Aram Belhadj. Je rappelle que vous étiez tous les deux en direct avec nous depuis la Tunisie. Merci encore une fois madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Très bonne soirée.